Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours d'échanges, de débats avec des experts, des entreprises, des architectes, mais aussi des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum du patrimoine est organisée par le magazine Atrium et Ateliers d'art de France. Nous nous éloignons des rivages français et européens pour partir chez nos amis québécois. On l'ignore souvent de ce côté-ci de l'Atlantique, mais la France et le Québec nourrissent des liens très forts, notamment dans le domaine des métiers d'art. Si la législation en matière de patrimoine est proche du modèle français, il n'en est pas de même pour la partie travaux, qui peut être laissée à des entreprises ne maîtrisant pas les savoir-faire nécessaires à une restauration durable. Pour nous parler des métiers d'art et de la situation au Québec, je reçois 2 invités. Donc tout d'abord, Catherine Charon, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère architecture et patrimoine au Conseil des métiers d'art du Québec. À vos côtés, monsieur Marc Douénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ferronnier d'art et président du Conseil des métiers d'art du Québec. Alors pour commencer, est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de ce Conseil des métiers d'art ? Oui, le Conseil des métiers d'art chez nous, c'est ce qu'on dit souvent, pour peut-être vous familiariser un peu, on est comme la petite sœur d'Ateliers d'art de France. Donc, on n'est pas un syndicat, mais on fédère les artisans du Québec sous forme de membrariat. Donc, on a plus de 1000 membres chez nous, tous métiers confondus. Qui se décline tant en architecture et patrimoine qu'au niveau de la fabrication de pièces uniques ou d'objets utilitaires, dans toutes les familles de métiers et matériaux. Là. Donc, essentiellement, c'est un rôle de représentation qu'on a auprès de bailleurs de fonds, des ministères publics, etc. Mais aussi, il y a une vocation de développement de marché qui permet, naturellement, notre objectif, c'est que les artisans chez nous réussissent à gagner leur vie, bien en vivre. On a un mandat de représentation qui s'étend sur l'ensemble du territoire québécois, donc une présence en région qui est fondamentale, importante pour l'industrie locale, développement de fabrication d'objets durables, éco-responsables. Et il y a aussi un mandat, par nos salons, nos boutiques, nos galeries, on va éventuellement créer ce genre de dynamique marchande, si on veut, qui permet de développer les marchés. Puis il y a aussi un volet formation, donc qui nous permet d'accompagner les artisans, soit dans leur développement entrepreneurial, soit pour se spécialiser dans différents volets entrepreneuriaux, mais aussi d'améliorer leurs compétences dans toutes sortes de champs différents. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Conseil des métiers d'art a intégré le volet architecture-patrimoine de manière assez récente, donc dans les années 2010 à peu près, que le volet architecture-patrimoine est arrivé. Donc, on a commencé à développer plus ce milieu-là, à structurer le milieu. Et là, on a accueilli des membres artisans, comme on voit, du vitrail, des charpentiers traditionnels, des ferblantiers, des ferronniers d'art, des maçons, des peintres en art décoratif, des plâtriers, etc., des sculpteurs, des tailleurs de pierre. Et donc, c'est à partir de ces années-là qu'on a commencé à aussi former cette main-d'œuvre-là, aussi d'offrir des formations professionnelles, des formations sur des savoir-faire pointus aussi, parce qu'il y avait un réel besoin, en fait, de former ces artisans-là au Québec. C'était pas des formations qui étaient intégrées dans notre cursus scolaire habituel, reconnu par le ministère de l'Éducation, par exemple. Et c'est fait seulement depuis 3 ans qu'au Québec, on a développé une attestation d'études collégiales en métier d'art du patrimoine bâti. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on a besoin de relève assez important. Puis, on n'avait pas de programme diplômant dans ces domaines-là jusqu'à assez récemment. Là. C'est un sujet aussi très français, la question de la formation. Donc, on partage un peu cette inquiétude des fois face à l'avenir, mais en même temps, c'est des métiers qui plaisent
quand même. Il y a une passion, on sent qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça, mais c'est aussi un profil particulier. C'est pas non plus des métiers qui sont qu'on apprend en 2 jours. T'sais. C'est des métiers qui s'apprennent dans la durée et qui ensuite on a besoin de pratiquer et d'être sur le terrain beaucoup et d'apprendre avec un maître. Donc c'est des conditions particulières qu'il faut mettre en place dans un réseau aussi de partenaires pour pouvoir former cette relève-là. Je pense qu'en forge, on le vit, mais on le vit dans tous nos métiers. Honnêtement, il y a un besoin de relève important. Puis, il y a un besoin de mettre en réseau ces gens-là pour qu'ils puissent apprendre l'un de l'autre, d'un métier à l'autre aussi. Donc, on travaille fort sur ces dossiers-là. C'est évident que la question du patrimoine au Québec, c'est plus... c'est un nouveau thème, pratiquement, étant donné qu'on est une nation assez jeune. Mais c'est arrivé presque comme une surprise dans les dernières années. On a quand même un patrimoine qui est riche, et qui a besoin qu'on s'en occupe définitivement. Donc, je dirais le nombre d'artisans au Québec qui ont la capacité, les compétences pour intervenir de manière rigoureuse sur le patrimoine est assez limité. Je vous dirais, au niveau des statistiques, il y a peut-être 300-400 artisans dans tout le Québec, tous métiers confondus, qui ont les expertises nécessaires pour intervenir sur le patrimoine, et la moitié sont des anciens, des gens qui peuvent encore transmettre leur savoir-faire, mais qui sont plus à la fin de leur parcours qu'au début. Donc, puis la question du patrimoine, ça va pas juste se régler comme par magie, naturellement. Donc, il y a un réel enjeu. C'est la raison pour laquelle on a développé les formations, mais aussi, c'est des commandes qui viennent d'en haut complètement, parce que les gouvernements cherchent à tout prix à trouver des solutions. Nos solutions ne sont pas miraculeuses. Je ne vous cache pas qu'on est, comme on dit souvent, une goutte d'eau dans l'océan du milieu de la construction au Québec. Mais nos spécialisations sont absolument nécessaires à la survie du patrimoine chez nous. Est-ce que justement l'État vous aide? Comment est-ce que ça s'imbrique de votre côté de l'Atlantique? En fait, nous, on travaille beaucoup avec les architectes aussi, qui doivent créer des devis, des cahiers de charges qui intègrent l'obligation d'embaucher des artisans. Parce qu'au niveau de la législation, ce n'est pas une obligation. Puis ça, c'est une grande différence avec la France, par exemple, où est-ce qu'il y a des architectes de l'État, où est-ce qu'il y a des monuments nationaux sur lesquels des personnes doivent intervenir. Ils doivent avoir une spécification, le EPV, entre autres, qui n'existe pas chez nous. Donc, chez nous, il faut vraiment que dans les devis, la question artisane soit intégrée. Donc, c'est une question de sensibilisation et d'éducation du milieu global à la question patrimoniale. Puis, on le fait à travers des formations aux architectes, des formations aux villes, aux municipalités, pour que les élus comprennent l'importance, parce que ça doit passer par eux pour que, quand ils ont des travaux de restauration importants sur les bâtiments ou des travaux de réhabilitation, parce qu'on a un problème de vacances aussi assez important des bâtiments, ils doivent concevoir les projets en ayant en tête les artisans comme des alliés, en fait, pour la restauration des éléments patrimoniaux, ce qu'ils sont, absolument. Et donc, nous, on a un travail de sensibilisation très important, en plus d'un travail de formation de cette relève-là. Donc, c'est une double mission, là, finalement, duquel on se dote, là. Toute la question d'accès au chantier aussi, ça a été une mission importante du Conseil qui s'est jouée à haut niveau politique, mais aussi avec des syndicats importants en construction chez nous. Il y a un certain protectionnisme naturellement sur les gros projets. Les projets patrimoniaux deviennent de plus en plus des chantiers convoités par les promoteurs. Qui sont pas toujours consciencieux. Donc, mais la problématique est suffisamment importante pour que tout le monde sente le besoin de s'entendre sur sur les manières de fonctionner pour y remédier. Cela dit, il a fallu
Bon, chez nous, ce que j'ai pas mentionné aussi tout à l'heure par rapport au Conseil des métiers d'art, on est l'organisme qui décerne le statut d'artisan professionnel au Québec selon la loi sur le statut de l'artiste. Donc, a priori, c'est ce qui nous a permis de faire valoir la crédibilité des artisans sans être obligé nécessairement de passer par les syndicats de la construction plus conventionnelle qui nous concerne pas, la réalité n'est pas la même du tout. Nos artisans travaillent beaucoup à partir de leurs ateliers, notamment, pas nécessairement toujours sur les chantiers. Bon, ça dépend des métiers, mais... Donc, c'est tous des enjeux où je sais que la situation est similaire en France. Cela dit, ça fait plus longtemps que bon, il y a des mécaniques qui ont été mises en place. C'est sensiblement les mêmes mécaniques, mais à chaque fois, on vient se nourrir un peu de ce qui s'est fait en amont ici pour essayer d'importer quelques bonnes stratégies à la maison. Notamment le salon ici du patrimoine international, le Salon international du patrimoine culturel. On est venu dans les années 2010 visiter ce salon et on a voulu implanter un événement similaire aussi au Québec pour rassembler nos artisans, pour rassembler les donneurs d'ouvrages en patrimoine, les restaurateurs qu'on a aussi sur notre territoire. C'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à récemment, mais maintenant, depuis 2016, je crois, on a les rendez-vous Maestria d'architecture et patrimoine au Québec où est-ce qu'on rassemble notre communauté. C'est sûr que c'est encore une fois un petit frère du Salon international du patrimoine culturel ici, mais c'est très inspirant pour nous de voir ce qui se fait ici parce que après nous on l'adapte. C'est sûr que le Québec c'est une terre de métissage, hein. C'est une terre où est-ce que on a oui de l'architecture française, mais anglaise, écossaise, les Irlandais. Ça a été une terre d'accueil pour beaucoup de cultures, donc ça se reflète dans notre architecture, dans nos méthodes de construction, dans les techniques qui sont utilisées, les matériaux évidemment. Les premiers Français, les premiers artisans qui sont arrivés au Québec ont construit à la française, mais se sont vite adaptés au climat, nécessairement au type de matériaux aussi qui est disponible. Donc, nos pierres, nos arbres, notre type de bois est différent. Donc, c'est certain qu'il y a eu toute une période d'adaptation, puis ensuite une période de métissage. Et donc, c'est un peu ce qui se passe aussi quand on est aujourd'hui en train de chercher des solutions pour notre relève. Et on s'inspire de ce qui se fait ailleurs, puis on essaie de ramener ça à la maison, puis de trouver ce qui pourrait faire le consensus dans notre communauté. Puis on a quand même beaucoup d'artisans qui viennent de la France aussi, qui sont établis au Québec et qui vont former avec nous aussi nos futurs artisans. Donc c'est vraiment intéressant cette dynamique France-Québec. On est prêt à en accueillir plusieurs autres aussi, je vous cache pas. Le message est passé. Je crois que vous avez aussi des actions un peu concrètes, des projets en cours avec le Conseil des métiers d'art. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, plusieurs projets en cours. Encore une fois, quand je regarde ce qui se fait ici, j'ai toujours l'impression il y a la grande créativité qui nous... Puis il y a un certain momentum aussi, je dirais. Peut-être que les pandémies et tout ça font que les gens se sont un peu... observer à l'intérieur de nos sociétés, etc. Comment faire pour créer une forme de résilience nationale, sociétaire, etc. Je pense que les métiers d'art, c'est un peu une réponse à ce désir-là de consommer plus localement, de créer une industrie forte. Je répète, éco-responsable, durable, c'est des thèmes que nos politiciens aiment beaucoup nous balancer sans nécessairement maîtriser les thématiques. Nous, c'est intrinsèque à nos métiers depuis la nuit des temps, donc je pense que c'est important d'avoir cette étiquette qui nous représente bien. Alors bon, chez nous, un gros projet sur lequel on s'affaire depuis quelques années, c'est l'idée d'un quartier des métiers d'art au cœur de notre plus grande ville, Montréal. Ce qui est un peu contre-tendance à l'heure actuelle, c'est exactement ce qu'on essaie de faire, donc inverser cette tendance de spéculation immobilière qui pousse souvent les artisans en périphérie des grands centres, alors qu'on sait tous que c'est un moteur économique, un produit d'appel touristique aussi intéressant, aussi une forme bon, au niveau éducationnel, c'est une alternative aussi aux autres formes académiques peut-être
plus conventionnels. Donc, le quartier des métiers d'art, chez nous, c'est une façon de regrouper, un peu faire la boucle. Quand on vient à Paris, Catherine et moi, on va visiter des tiers-lieux, on va visiter toutes sortes d'endroits comme le Viaduc des Arts, les ateliers de Paris, qui ont chacun de leur côté des qualités qu'on essaie de reproduire, mais qu'on aimerait pouvoir concentrer vraiment dans une espèce de pôle, une espèce d'épicentre au cœur de la ville où il y aurait à la fois les écoles, les incubateurs, des ateliers à loyer abordable avec des conditions locatives ou des différents modes de détention immobilier, mais à très long terme. On parle de 50 ans, 60 ans, pas être aux prises avec une épée de Damoclès, obligé de réfléchir à nos projets. Donc, c'est vraiment cette espèce de dynamique qu'on est en train de créer, qui crée beaucoup de consensus, je vous dirais. C'est sûr qu'il y a des mouvements sociaux. On est très près de la population. Hein. Le rôle de l'artisan, c'est un peu cette bienveillance au cœur de sa communauté. C'est un peu ce qu'on veut recréer. Donc, chez nous, on n'a pas la dynamique autant avec les maisons de luxe où les métiers d'art sont nécessairement toujours très prisés. Il y a aussi cette espèce de rôle très terre-à-terre au cœur de la communauté où on aide la population locale. Donc, il y a cette importance-là d'être près des mouvements sociaux, mais également de conscientiser les promoteurs immobiliers qui ont des réflexions plus un peu sauvages, je vous dirais, ouais, économiques, démesurées parfois. Donc, d'essayer de créer un consensus à la fois politique, économique, social. Et je crois qu'on y arrive relativement bien quand même. Quand même, l'idée du quartier des métiers d'art est vraiment venue de certains ateliers qui sont déjà sur ce territoire qu'on appelle affectueusement le territoire de Bruges-Bonaventure, qui est une friche industrielle. Et donc, notre prémisse, c'est de dire, bien, les métiers d'art, les artisans, ils peuvent réactiver un territoire, redonner un second souffle dans un territoire qui était à la base industrielle, donc manufacturier, qui est aujourd'hui abandonné, où est-ce qu'il n'y a plus de vie. Et l'artisan, pour nous, c'est le vecteur de la vie, de la vie sociale, mais aussi économique. Donc, on veut réinjecter dans ce territoire-là une communauté artisane, puisqu'il y en a déjà même trois, et plusieurs autres ateliers. Il y a les Forges de Montréal, qui est une école de forge qui est dans ce secteur. Il y a une école de verre soufflé. Il y a également une grande entreprise qui fabrique des orgues monumentaux. Donc, c'est un territoire où est-ce qu'il y a déjà des acteurs artisans et qu'on veut venir vraiment bonifier avec les écoles, avec les boutiques, un circuit touristique vraiment ancré dans l'identité d'un territoire qui est industriel, finalement. Donc, de réactiver aussi l'identité d'un territoire abandonné. Mais l'artisan a comme les clés de solution de tout ça, en fait, pour aussi avoir une communauté, là, de reformer une communauté aussi, dans cet espoir. On se relance la balle, mais on est habitué de le faire en passant. Oui. Mais c'est ça, on parle de spéculation immobilière. Donc, tout ce qui est neuf appartient un peu aux gens qui ont les poches, les bras longs, je sais, en tout cas, comprenez. Les poches remplies. Ouais, c'est ça. Cela dit, le patrimoine, donc les bâtiments patrimoniaux vacants en quête de seconde vocation, etc., appartiennent un peu aux artisans depuis toujours. La gentrification se fait dans les quartiers quand les artisans, les artistes habitent des bâtiments vacants et les transforment, leur donnent une nouvelle vocation, les embellissent. Et éventuellement, c'est revendu à des promoteurs et tout ça. Donc, il se crée de la gentrification comme ça. Mais maintenant, en prévoyant un peu en amont cette logique-là, on se dit, non, on se fait presque courtiser par les organismes gouvernementaux qui possèdent un certain patrimoine immobilier dans nos grandes villes en quête de vocation, en quête d'identité. Donc, ils viennent nous voir à savoir est-ce que pour eux, ça fait un sens immense de remettre des artisans à l'intérieur. Puis pour nous, ça nous permet d'aménager nos lieux de travail à notre façon, tout en respectant la rigueur patrimoniale qui est nécessaire pour la sauvegarde de ces bâtiments-là. Et vous avez un horizon pour l'ouverture de ce quartier?
Oui, dans le moment, on travaille à l'organisation de la gouvernance du quartier, à rassembler tous les partenaires. Donc, on a un horizon de 3 ans pour des premières actions dans le territoire. Mais comme on parle d'un quartier complet, qui est quand même un territoire assez grand, on parle d'un horizon 8 à 15 ans quand même. Puis nous, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille sur le projet au moins. Donc, c'est des projets qui prennent du temps quand même. Mais ce qu'il faut, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est on travaille à la fois, parce qu'il y a des urgences concrètes dans le moment. On s'entend, le projet des Forges de Montréal était un projet pour lequel il y avait même des avis d'éviction pour les artisans. Certaines de nos écoles vivent la même précarité à l'heure actuelle. Des programmes pourtant subventionnés par l'État depuis les années 80, qui pourraient se retrouver des écoles itinérantes, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc les enjeux sont réels, sont bien concrets à très court terme. Donc en même temps qu'on travaille sur le projet de manière plus globale, la réflexion financière, de gouvernance, tout ça légal aussi. Il y a quand même des phases qui sont mises en marche à l'heure actuelle. On a des horizons plus courts de 2 à 3 ans pour relocaliser certaines de ces écoles-là à très, très court terme. Les écoles aussi, il faut comprendre que c'est des infrastructures importantes. Donc, commencer par les écoles, ça nous apparaît une logique évidente dans la mesure où c'est beaucoup de pieds carrés ou de mètres carrés à occuper, des débarcadères, des systèmes d'aération qui doivent être alors, de commencer concrètement sur le terrain en même temps qu'on extrapole un petit peu la vision très globale. C'est la logique. Puis ça permet de voir des résultats à très court terme aussi. C'est ça qui est intéressant. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie tous les deux pour votre intervention et cette présentation un peu de la situation au Québec. J'invite les artisans métiers d'art qui veulent aller s'installer à vous contacter s'ils veulent voyager. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez envie de revoir cette émission ou de découvrir nos autres sujets traités au cours du Forum du patrimoine, je vous invite à nous suivre sur la plateforme YouTube du magazine Atrium, Patrimoine et Restauration. Merci et à bientôt.